Cette saison des publications semestrielles en pagaille cette semaine et parmi les groupes français qui publient un géant des services numériques, Capgemini. Nous sommes avec son directeur général. Bonjour Ayman Ezzat. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Capgemini, je le rappelle, vous accompagnez les entreprises dans leur transformation numérique. Vous publiez un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros sur la première moitié de l'année, résultat supérieur à ce qu'attendaient les analystes. J'imagine que c'est une satisfaction. Oui, on renoue avec la croissance surtout. Et je pense que ce qui est important, après plusieurs trimestres de chiffre d'affaires en décroissance, c'est un secteur qui, après une forte croissance dans les années 21-22 post-Covid, qui a quand même eu un ralentissement depuis milieu de 2023, et un ralentissement au niveau mondial. Et on est un peu à la peine en termes de croissance en tant que secteur depuis quelques trimestres. Donc renouer avec la croissance, évidemment, quelque chose de positif. Plusieurs trimestres de trou d'air. Est-ce que vous regagnez en visibilité? Parce que je voyais que vous ajustez vos prévisions de croissance avec une fourchette qui est un petit peu plus resserrée que dans les projections précédentes. C'est à cause de quoi? C'est qu'il y a toujours de l'incertitude là sur le marché? Il y a un environnement qui est stabilisé pour l'instant. Donc depuis le début de l'année, malgré les discussions sur les tarifs, on n'a pas vu d'évolution dans notre environnement. Donc ce n'est pas un environnement très porteur, c'est des faibles croissances. Mais en tout cas, il ne se dégrade pas. Et on démarre le troisième trimestre avec un environnement qui est similaire. Et bon, pour le moment, on reste prudent, puisque au niveau géopolitique et au niveau économique, les discussions sur les tarifs et autres, on sait qu'il peut y avoir des soubresauts en cours d'ici la fin de l'année. Donc, on fait attention. Oui, vigilance. Vigilance aussi pour vos clients, d'ailleurs, qui sont aussi dans l'expectative. On a un manque de visibilité, on le sait, notamment dans les services, donc le cœur de votre activité. Est-ce que vous remarquez que certains de vos clients mettent le volet informatique innovation en stand-by pour se concentrer sur d'autres investissements? Écoutez, pas vraiment, mais il y a beaucoup de concurrence dans notre secteur, puisqu'il y a un marché qui a une faible croissance. Je pense qu'il y a toujours une augmentation des dépenses au niveau informatique, mais c'est plutôt l'orientation. Donc, il y a des réductions dans certains endroits pour pouvoir favoriser justement les investissements dans l'innovation, notamment dans l'IA. Et ensuite, c'est un peu le mix sectoriel qui va jouer. C'est-à-dire qu'on a des secteurs comme les services financiers, on est en bonne croissance, y compris par exemple tout ce qui est telco et médias. Aujourd'hui, on a une bonne croissance aussi au niveau mondial. Par contre, dans le secteur industriel, côté manufacturier, notamment l'auto, là, on souffre beaucoup. Donc c'est vraiment une question sectorielle. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est vraiment une question sectorielle. Vous publiez un résultat d'exploitation qui, lui, est en repli de 15%. Comment est-ce que vous expliquez cela? Écoutez, on a un peu plus de frais de restructuration en ce moment, d'accord? Parce que justement, on a une décroissance en Europe. Il y en a moins de flexibilité, notamment à cause du secteur manufacturier, donc l'auto, l'aéro qui avait ralenti, mais pas uniquement. Et donc, ça met un peu de pression. Et évidemment, nous, nos coûts de personnel sont des coûts importants. C'est la plupart de nos coûts. Donc, on a des coûts de restructuration liés à des ajustements, notamment en Europe. Il y en aura encore sur la suite de l'année? Il va y en avoir encore un petit peu sur le reste de l'année. Donc, sur l'Europe toujours? L'Europe. Donc, en fait, on va dire qu'on a une croissance des effectifs, mais elle est plutôt dans nos centres de delivery globaux, donc notamment en Inde, mais pas uniquement. Et de l'autre côté, on a une décroissance des effectifs en ce moment en Europe parce qu'on a une décroissance du chiffre d'affaires en Europe. 2026, ça sera pareil ou là, c'est un petit peu trop tôt pour se projeter? On va essayer d'être optimiste pour 2026, mais c'est un peu trop tôt pour se projeter. On attend quand même de voir qu'est-ce qui se passe au niveau économique, puisque ça influe beaucoup sur les investissements de nos clients. Mais donc la reprise, on disait que certains secteurs se portent plutôt bien et il n'y a pas d'impact pour vous, d'autres c'est plus difficile. Donc le trou d'air là n'est pas complètement passé. Vous arrivez quand même à vous projeter là sur les prochains mois, sur les secteurs pour lesquels c'est plus difficile, typiquement 2026. Est-ce que vous vous dites ça va aller mieux ou c'est trop difficile? Non, parce qu'en fait, on a quand même des effets de base. Donc, on a une décroissance assez importante depuis le milieu de l'année dernière dans l'automobile, notamment, pas uniquement, mais dans le secteur industriel. Mais ça se stabilise. Donc, les effets de base en 2026 devraient commencer à s'effacer. Donc, ça devrait aller mieux. Mais bon. Ayman Ezzat, sujet très fort aussi et qui vous concerne pleinement, l'intelligence artificielle bien sûr. Les entreprises, est-ce qu'elles investissent autant qu'elles le voudraient et qu'elles le pourraient, étant donné la situation difficile dans certains secteurs? Est-ce qu'elles voudraient faire plus, mais elles sont contraintes de reporter certains projets? Alors, je pense que tout le monde veut faire plus. Tout le monde y croit.
Maintenant, tout le monde réalise que ce n'est pas très simple. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la promesse de ce que peut apporter l'intelligence artificielle et la complexité de mise en œuvre derrière. Puisque c'est un changement pour l'ensemble de l'entreprise, un changement en termes de modèle opérationnel, de processus, de prise de décision, d'évolution de compétences. Et donc, il faut de la visibilité pour y aller. Non, mais les gens y vont. Ouais. Par contre, on voit que la complexité de mise en œuvre, c'est-à-dire ça prend du temps parce que ce n'est pas facile. Ouais. Mais par contre, il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de promesses. Et avec 2 ans et demi maintenant de maturité au niveau de tout ce qui est l'IA générative et maintenant les agents IA, on commence à comprendre aussi quelles sont les vraies poches en termes d'investissement qui permettraient d'amener de la valeur et quels sont les leviers sur lesquels il faut agir pour arriver à justement obtenir cette valeur. En tout cas, on sait que dans l'IA, il y a une course au talent, à la fois à la technologie aussi. Vous y participez d'ailleurs. Vous venez de racheter l'américain WNS pour 3,3 milliards de dollars. Dans quel objectif ? Alors, c'est ce qu'on appelle les opérations intelligentes. Donc, c'est un nouveau segment de marché. Parce qu'en fait, quand on regarde l'IA générative et les agents IA, il y a eu beaucoup de focalisation sur les aspects informatiques, la génération de code, les tests, etc. Il y a de l'impact, mais beaucoup moins que ce que les gens attendaient aujourd'hui. C'est beaucoup plus compliqué. Parce que, par exemple, pour nous, on gère des environnements, on fait des améliorations des environnements existants. On est beaucoup moins dans la génération de nouveaux codes, d'applications sur des plateformes digitales. Donc, on voit moins d'impact. Par contre, là, on voit des impacts, c'est sur les processus métiers. Oui. Donc, on voit à des niveaux de micro-tâches le potentiel de mettre des agents IA ou des assistants d'IA générative pour faire de l'hyper-automation, qui non seulement permet d'avoir une productivité, une amélioration de l'efficacité du processus, mais aussi d'améliorer significativement la compétitivité de ces processus. Donc, avec WNS, c'est qu'on passe à l'échelle en termes de processus opérationnels, de gestion de processus opérationnels, notamment dans les métiers comme les services financiers, qui nous permet maintenant d'avoir un levier important en termes de aider les entreprises à justement déployer l'IA et l'IA générative sur leur processus métier et gagner en compétitivité de manière importante. Mais alors, comment est-ce que vous vous dites ça vaut 3 milliards ? Ça fait partie des modèles de valorisation qu'on a. On voit les synergies. On a annoncé des synergies à la fois de coûts et en termes d'augmentation de chiffre d'affaires. Et au niveau stratégique, on voit aujourd'hui dans les opportunités sur lesquelles on travaille, qui sont de taille, c'est des opportunités de plusieurs centaines de millions d'euros, qui justement requièrent cette plateforme opérationnelle nécessaire pour pouvoir se positionner sur ces opportunités. Ouais. L'intelligence artificielle, ça représente combien de votre chiffre d'affaires aujourd'hui ? Alors, on a sur la partie IA générative et agent IA, qui n'est pas toute l'intelligence artificielle, ça correspond à plus de 7% de nos prises de commandes au deuxième trimestre. Avec quel objectif à terme, peut-être sur l'année ? Petit à petit, ça va augmenter. Donc, on était à 5% au quatrième trimestre, 6% au premier trimestre. On est à 7%. Je pense que ça va pénétrer de plus en plus l'ensemble de nos métiers. Et donc, ça sera une partie plus importante. Mais ça accélère. Ouais. C'est un des leviers de croissance sur lesquels on compte, bien sûr. On comprend bien que vous êtes dans une industrie qui fait la course à l'innovation. Comment est-ce que vous vous positionnez justement par rapport à la concurrence, peut-être française d'abord et puis internationale sur ces sujets-là ? Écoutez, en termes de taille, de toute façon, on est le numéro 1 européen, donc nos concurrents sont plutôt des concurrents globaux. Alors évidemment, au niveau local, on va avoir des concurrents locaux, mais nous, on regarde par rapport à nos grands comptes. Donc ça va être les Américains et les Indiens principalement. C'est avec eux qu'on est en concurrence au quotidien. La France, c'est un marché important, 20% de vos ventes l'année dernière, mais ça a tendance quand même à reculer de 5% sur la première partie de l'année. C'est un marché difficile pour l'ensemble des acteurs. Donc, c'est un marché qui atone, qui est en recul en ce moment. Ouais, plus que les autres. Écoutez, il y a 2 marchés difficiles en Europe, c'est la France et l'Allemagne. Et les deux pour des raisons à la fois industrielles, mais la France aussi, c'est au niveau de l'économie. Donc, ce n'est pas uniquement l'industrie qui est en recul, mais c'est l'ensemble des secteurs, mais aussi toute la partie biens de grande consommation, distribution. On voit quand même des fortes réductions de coûts. Et quand la France, ça représente 20% de vos ventes, il faut donc peut-être se concentrer plus sur d'autres marchés. Les États-Unis qui, à l'inverse, sont très porteurs. Alors, les États-Unis, le Royaume-Uni, c'est en forte croissance. Puis tout ce qui est Asie-Pacifique, Amérique latine, même si c'est plus petit, on a des belles croissances. Donc, on continue à se développer.
L'Europe est en recul pour le moment, mais on Mm. espère bien retrouver de la croissance. Un mot sur les droits de douane avec les États-Unis, puisque c'est quand même au cœur de nos actualités depuis maintenant un moment, mais plus particulièrement depuis quelques jours. Pour l'instant, exemption des services. On entendait le ministre Laurent Saint-Martin qui disait en fait, on ne peut pas se passer de ce volet dans les négociations. Il va falloir que la France et Bruxelles portent ces sujets-là face à Donald Trump. Parce que pour l'instant, le deal qui a été trouvé est plutôt à l'avantage des Américains. Si ça venait à changer, si les services étaient taxés, quel serait l'impact? Écoutez, on n'a pas beaucoup de flux, en fait. Entre l'Europe et les États-Unis, on a très peu de flux en termes de services. Donc, il y en a un petit peu, mais c'est très, très limité. Nous, vraiment, on dépend beaucoup des centres de delivery de production au niveau global, comme l'Inde, comme le Maroc, comme le Vietnam, etc. Et même vos clients? Pardon? Ne seraient pas impactés, vos clients? Alors, la question, c'est plutôt nos clients. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, nous, en direct, on ne voit pas beaucoup d'impact au niveau des tarifs. Mais de manière indirecte, si vos clients sont touchés... Au niveau indirect, voilà. De toute façon, on l'est déjà d'une certaine manière. Hein. Il y a un ralentissement, certains de nos clients, à cause de ça, et on le voit aujourd'hui. Mais ça ne vous inquiète pas plus que ça? Bah, écoutez, de toute façon, on n'est pas à la table des négociations sur le sujet. Donc, voilà. Évidemment, ce n'est pas positif pour l'économie mondiale et indirectement, ce n'est pas positif pour nous puisque nos clients sont impactés. Bon, en tout cas, ça sera à suivre dans la suite des négociations. C'est loin d'être terminé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Ayman Eza, directeur général de Capgemini.